Rebonjour à tous. Merci de votre présence pour ce troisième atelier de la matinée, atelier débat, porté et parrainé par la société Graph, durant lequel on va décrypter un projet de valorisation des eaux pluviales cofinancé par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et pour décrypter ce projet, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Christophe Burnet de la CCI Alsace Métropole, responsable du pôle développement durable. Bonjour Christophe. Bonjour. Ainsi que Jean-François Plantec, responsable études et prescriptions de la société Graph. Bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Alors, peut-être pour débuter ce décryptage, on va parler des parties prenantes pour un peu donner le contexte. Donc, que pouvez-vous nous dire, monsieur Burnet, de la société Vicaire ? Alors, la société Vicaire, c'est une entreprise familiale d'une quarantaine de personnes, donc une PME, qui a une activité tout à fait classique de travaux publics, mais dont le dirigeant a la volonté de faire évoluer ses pratiques vers quelque chose de beaucoup plus vertueux et de beaucoup plus durable. À commencer par la création d'un centre de recyclage de matériaux de construction où il va y avoir des activités de tri, de concassage, de criblage, de stockage de matériaux, divers matériaux de construction en vue de les réutiliser sur de nouveaux chantiers. Et couplé à ce à ce centre de recyclage, l'installation d'une aire de lavage d'engins de chantier avec une alimentation par eau de pluie, sachant que l'entreprise utilisait déjà une station mais plutôt vieillissante et mal entretenue, et donc souhaitait évoluer vers quelque chose de plus moderne et surtout de plus respectueux sur le plan de la ressource en eau. Eau de pluie qui va également servir à arroser les pistes de passage des camions en été pour éviter justement l'envol des poussières. Donc, il y a un triple usage dans ce projet-là. Tout à fait. Donc effectivement, l'objectif principal, c'est de participer de l'économie de la ressource en eau pour des activités qui ne nécessitent pas une qualité d'eau exceptionnelle, et surtout pas d'eau potable. Et puis de permettre aussi de réaliser ce chantier, donc cette économie de la ressource, tout en garantissant la sécurisation des activités de lavage. L'idée aussi derrière sous-tendue, c'est bien sûr de ne pas créer de pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines. Et donc, le projet participe aussi de cet objectif-là. Okay. Votre rôle, vous, à la CCI, monsieur Burnet? Alors, mon rôle à la CCI, tout d'abord, c'est d'informer, bien sûr, les entreprises de l'existence des dispositifs d'aide de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Une récente enquête que nous avons menée sur la région Grand Est a montré que seule une entreprise sur deux connaît réellement l'Agence de l'eau, ses missions, ses rôles. Donc là, c'est vraiment d'informer de tout l'éventail, de toutes les possibilités qui sont offertes par les agences de l'eau concernant des projets qui vont effectivement porter sur l'économie de la ressource ou la prévention ou la lutte contre les pollutions toxiques. Mon rôle, c'est aussi de conseiller les entreprises au travers de diagnostics de terrain que je réalise à la demande, où on va mettre en avant les non-conformités, par exemple, ou éventuellement les pratiques qui sont perfectibles. Alors, les pratiques, bien sûr, on l'a vu pour le cas de Vicaire, ça va être le principe d'utiliser de l'eau de pluie pour alimenter une station de lavage, mais ça peut être aussi de permettre le passage d'un circuit de refroidissement ouvert vers un circuit de refroidissement fermé dans l'industrie. Ça va être aussi de faire la promotion de la sécurisation des stockages par la création, par exemple, de locaux sur rétention.
quand il y a usage de produits chimiques. Ça peut être également la prévention des pollutions par la perspective d'installer ou de permettre la création d'un bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie, par exemple. Et donc, mon rôle, c'est d'aller jusqu'à l'accompagnement final de ces projets avec un rôle facilitateur qui va se traduire notamment par la recherche de prestataires et la proposition de prestataires aux clients. Et puis surtout, ce qui est particulièrement apprécié, c'est le montage intégral du dossier de demande de financement auprès de l'agence de l'eau. D'accord. Et puis, donc, en 2 mots, on a la société Graf. Jean-François, si vous pouvez nous en dire plus. En 2 mots, société Graf, alors bien connue, je pense, maintenant dans le domaine de l'eau, ça fait quand même 60 ans qu'on y est, entreprise familiale, alors une usine en France que vous voyez à l'image, 3 usines tout à côté, frontière allemande, puisque nous on est situé en Alsace, donc 3 usines aussi en Allemagne, dont une spécifiquement dédiée au traitement de matières premières, c'est-à-dire qu'on a, on en parlera peut-être par la suite, beaucoup de matières recyclées dans nos produits, l'usage de matières recyclées et recyclables. Donc, une grande expérience et un leader européen sur le marché de l'eau pluviale, puisque ça fait quand même 60 ans qu'on y est. Alors, quand il y a 30 ans, on nous disait que récupérer de l'eau de pluie, c'était un petit peu ubuesque, oui, peut-être, il y a 30 ans. En fait, maintenant, plus personne ne nous traite d'hurluberlu en pensant que l'eau de pluie est un sujet de premier ordre. Voilà. Donc, voilà rapidement. Et votre rôle dans ce projet? Alors, mon rôle dans l'entreprise Graf, eh bien, écoutez, moi, je m'occupe du pôle études et projets. On est à présent une bonne dizaine de personnes sur ce pôle technique à aider, à assister, à remplir notre tâche de prescription, d'études, de conseils pour les problématiques d'eau pluviale. Et puis aussi, une autre partie de notre société travaille aussi sur les eaux usées. Donc voilà. Actuellement, une dizaine de personnes qui sont dans mon entourage proche pour aider nos clients, les architectes, les agglomérations, les bureaux d'études à mettre en route leurs projets et de l'avant-projet jusqu'à la mise en œuvre, comme on le voit ici. D'accord. Donc, si on va maintenant concrètement parler du projet, sa présentation, donc vous avez ici l'analyse du besoin. Est-ce que peut-être, Christophe, vous pouvez nous présenter un peu plus? Alors, là, on a un bâtiment, le bâtiment principal qui va en fait permettre la collecte des eaux pluviales. Alors, la particularité de ce toit, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il est équipé de panneaux photovoltaïques. Donc, on parlait de cet engagement du dirigeant d'aller très loin dans sa démarche. Donc là, c'est le cas. L'aire de lavage se trouve à l'autre extrémité du bâtiment qu'on ne voit pas, mais on voit comment dirais-je, le chauffeur qui est en train de laver son véhicule à ce niveau-là. Et donc, le petit local technique en bas, enfin, à droite de l'image du haut, qui est donc la partie qui va permettre la surpression de l'eau pour le nettoyage des véhicules. Voilà. D'accord. Donc, j'ai l'impression, Marie, je ne sais pas si tu es encore avec nous, il y a une remarque dans le chat sur une musique d'ambiance. De notre côté, il n'y a pas de musique. Si jamais on peut la couper pour le confort de tous. OK. Excusez-nous pour ce petit aparté technique. Donc, cette solution, ce projet, oui. Alors, on va revenir sur la solution qui a été retenue chez Graf. Tout à fait. Ici, donc, une cuve qui fait 42 000 litres de capacité. On est sur une cuve qui fait 42 000 litres. Alors, initialement, c'est vrai que la société VicRTP est venue vers nous pour ce projet avec un petit peu une page blanche. Et c'est nous qui avons après, et c'est aussi, ça fait partie de notre rôle, mis en relation Société Vicar avec M. Berlet. Écoutez, chez VicRTP, vous avez une problématique, vous avez des choses à faire, vous avez une volonté de bien faire, on va vous accompagner là-dedans, on va vous dimensionner
votre cuve. On va reparler après du dimensionnement rapidement. Mais on sait que nous, on peut vous faire accompagner par des gens compétents comme Christophe qui pourront aller un peu plus avant dans le projet et puis vous accompagner. Donc ça, c'est aussi notre rôle en tant qu'industriel d'avoir ces relations-là et ces compétences-là, savoir transmettre le flambeau et orienter continuellement les agglomérations, les TP, vers des gens qui sont à même d'aller un peu plus loin pour porter le projet. Pour revenir à la solution grave proposée, oui, c'est une cuve de 42 000 litres. Pour ceux qui ont un petit peu à une échelle d'idée, on était sur le slide d'avant sur une surface de récupération de 650 mètres carrés. 42 000 litres, 650 mètres carrés, ça fait beaucoup a priori. Ça fait beaucoup, mais en fait, ce volume de 42 000 litres, il est rempli et il faut prendre en compte voilà, on voit un peu plus les images de la cuve là, c'est un beau bébé. Hein. Il faut prendre en compte la volonté de service de la société Vicaire, c'est-à-dire que ces 42 000 litres là, ils vont non seulement servir l'hiver, mais effectivement, comme l'a dit M. Bernet, surtout l'été pour arroser des pistes, pour un confort de travail, pour avoir des gros volumes d'eau disponibles, même lors de forts épisodes de sécheresse, et ce qui s'accentue de plus en plus. Donc, effectivement, ce 42 000 litres-là, c'est un gros volume tampon qui va servir effectivement à gérer cette absence d'eau longue sur les pistes et cette nécessité de continuer de service pour le confort de la société et de ses salariés. Voilà. Donc là, c'est une cuve qui fait 42 000 litres, c'est une cuve qui fait un peu plus de 10 mètres, 10 mètres 60, c'est déjà un gros bébé. Hein. C'est des cuves qui sont conçues chez nous. On va sur des cuves comme ça en monobloc jusqu'à 100 mètres cubes. Donc, c'est déjà des belles bêtes. Hein. C'est du plastique, comme je le disais, c'est une polypropylène recyclée, entièrement sur ce modèle-là. Donc, ce qui nous permet d'avoir effectivement un bilan carbone intéressant. Et puis, voilà. C'est du plastique qui vient exclusivement de notre société et de notre branche recyclage, qui est située en Allemagne. Le volume des 42 000 litres, il a été calculé selon la disposition du terrain ou par rapport à un calcul de la surface de la toiture? Alors, il est calculé effectivement selon, pas le terrain. Le terrain, bien sûr, c'est une condition sine qua non, mais là, on n'était pas trop embêté par rapport à la configuration du lieu. Non, il a été calculé par rapport aux besoins. C'est vrai que d'habitude, quand on calcule un volume, les gens ont plutôt l'habitude de calculer sur des coefficients Montana, qui sont des coefficients qui permettent de quantifier un ouvrage exceptionnel. Voilà, une décennale, maintenant une cinquantale. Là, c'est un petit peu différent, puisque là, on va pas travailler sur un ouvrage exceptionnel, on va travailler sur une nécessité de service, donc savoir quelle quantité d'eau il faut dans la cuve pour qu'on puisse continuer à travailler constamment. Donc, effectivement, si on travaillait sur ce qu'on a l'habitude de faire avec les coefficients Montana, 42 000 litres pour 650 mètres carrés, on serait sur une précipitation de 64 mm par mètre carré, ce qui est énorme. Ce n'est pas cohérent. Alors, effectivement, on n'est pas dans la gestion d'eau pluviale pour de la rétention avec un débit régulé. On est vraiment dans la récupération pour avoir une continuité de service, comme c'est le cas pour des gens qui arrosent leur jardin aussi. Hein. C'est la même chose. En fait, là, vraiment, le but, c'était de dimensionner suffisamment la cuve pour qu'à tout moment de l'année, la société Vicaire TP puisse continuer à travailler avec de l'eau sans avoir à taper sur les réseaux. C'est aussi simple que ça. Donc, on prend en compte vraiment les besoins de la société pour son quotidien, son travail quotidien. OK. Donc là, on va passer sur le côté financement du projet. Donc, peut-être repasser la main à Christophe. Alors effectivement, hein, j'évoquais tout à l'heure ma mission d'accompagnement de l'entreprise jusqu'au financement. Donc ça passe par le montage d'un dossier en ligne sur une plateforme qui s'appelle Rivage, que beaucoup connaissent aujourd'hui. Je crois même que la plupart des agences de l'eau utilisent cette plateforme, si ce n'est toutes. Et donc, dès l'instant où le client a créé un compte sur Rivage et qu'il me confie ses identifiants, alors je peux prendre la main et monter le dossier. Alors, le dossier, il repose bien sûr sur la production de devis
hein. Il faut savoir que tout ce qui est étude de faisabilité amont est également éligible aux aides avec une majoration de 10 points. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Pour le coup, ici, dans le cas de Vicaire, on n'a pas eu besoin de demander une aide sur l'étude, puisque c'était quelque chose qui a pu être fait en interne. En revanche, on a clairement mis en avant le financement donc, de la cuve et du système, globalement du système de la station de lavage, avec les pompes et les canalisations, et puis toute la partie préventive qui fait partie intégrante du projet, avec la dalle de l'air de lavage et le séparateur d'hydrocarbures. Donc, le financement porte à la fois, effectivement, comme c'est affiché à l'écran, sur la fourniture et la pose sur le hors-taxe. Et les taux appliqués vont de 40 à 60% en fonction du statut de l'entreprise, à savoir petite, moyenne ou grande. Bien entendu, il est toujours intéressant de se rendre compte d'un projet en allant sur le terrain pour bien comprendre ce que veut faire l'industriel ou le dirigeant et de l'orienter utilement vers les bonnes subventions et aussi de clairement faire le tri entre ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas. Sur une des photos précédentes, on a vu que le toit était équipé de panneaux solaires. Il est évident que l'Agence de l'eau ne va pas financer des panneaux solaires. Ça paraît évident, mais bon, c'est toujours important de le redire. Et donc, ici, on a obtenu, dans le cadre de ce projet, une aide qui correspond à peu près à 50% du coût global qui s'élevait de mémoire à 110 KE. Voilà. OK. Et donc, les résultats que vous avez obtenus? Alors, la consommation d'eau réduite, effectivement, de 60%. Alors ça, c'est effectivement la théorie à l'époque. Hein, la réalité aujourd'hui nous permettrait d'affiner ce pourcentage. Mais on estime en gros que l'économie réalisée était à peu près de 400 mètres cubes sur l'année. D'accord. Ça, c'est un projet, on ne l'a pas noté, on ne l'a pas affiché. C'est un projet qui est sorti en quelle année? Il est sorti en 2000. Les premiers échanges que j'ai pu avoir avec M. Vicaire datent de fin 2020 et avec un projet qui a été mis en œuvre en 2021. Oui, donc assez rapidement. Oui. Ouais. Autre point important? Alors, autre point important, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a ici un projet qui permet de garantir une certaine autonomie de la ressource, effectivement avec une cuve de 42 mètres cubes, c'est déjà intéressant, et surtout ça permet de s'affranchir clairement des arrêtés sécheresse et des prescriptions des arrêtés sécheresse qui bannissent de toute façon dans tous les cas les activités qui ne sont pas prioritaires comme les activités de lavage. Donc, garantir la pérennité de son entreprise. Tout à fait. Et effectivement, ce projet a été récompensé par les trophées de l'eau qui sont organisés donc par l'Agence de l'eau Rameuse, millésime de 2021, donc pour mettre en avant effectivement ce projet global hein, qui ne prenait pas en compte que l'aspect eau, mais bien sûr la gestion des matières, hein, on l'a vu par ce centre de recyclage, la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques, l'objectif étant pour le dirigeant d'atteindre un maximum d'autonomie dans différents domaines. Merci. Alors, on a fait une revue complète du projet, donc on va passer aux enseignements à en tirer. Donc d'abord, parler des clés pour monter un projet. Donc là, c'est plus votre retour d'expérience personnelle, Christophe, qu'il faut mettre en avant.
Alors, les clés pour monter un projet, bien sûr, ça me paraît assez banal comme approche, mais effectivement, c'est s'engager vers des pratiques vertueuses. Et je crois que le changement de notre société, le dérèglement climatique, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui nous amène de toute façon, par nécessité, à évoluer vers d'autres pratiques, si elles ne sont pas vertueuses, au moins qu'elles permettent d'atteindre comment dirais-je, une gestion plus durable de nos ressources. Oui. Mais là, on le voit par la prise de… Donc, il y a deux aspects dans ce projet qu'il faut retenir. Il y a l'aspect environnemental avec la préservation, l'optimisation de son impact sur l'environnement, mais il y a aussi la pérennité de l'activité, ce qui induit la mise en place de ce projet. Et donc, ça, c'est vraiment une démarche, on va dire, politique personnelle de la personne, enfin, du dirigeant de l'entreprise. Complètement, on est véritablement sur une économie verte, donc une activité qui à la fois veut créer des richesses, donc continue à se développer, mais en ayant véritablement à cœur de cette gestion raisonnée des ressources. Et ça, c'est un volet aussi très, très important du développement durable qui est souvent peut-être un peu négligé, mais c'est tout le volet social et sociétal. Et donc, faire en sorte que l'ensemble du personnel gagne en confort de travail par les engagements pris de son dirigeant. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué lorsqu'on a préparé cet atelier, c'est le côté aspect communication, c'est parler autour de soi de son projet pour faire émerger des synergies ou des mises en relation. Et là, c'est ce qu'on a vu dans ce projet, c'est donc la société Vicaire qui a été voir la société Graph qui, à l'écoute du projet, vous a mis en relation. Donc pour vous, ça, c'est un des enseignements aussi du projet. Alors effectivement, tous les moyens tous les canaux, je dirais, qui permettent de mettre en relation les différentes parties prenantes sont les bienvenus. Alors on a effectivement ici le cas de Graph qui a été approché par son client et qui ensuite m'a mis en relation avec lui. On a également des situations très, très atypiques. Si je reprends le cas de Vicaire TP, Vicaire TP a lui-même des clients. Et lorsqu'un de ses clients a ce type de projet, je suis mis très tôt dans la boucle pour justement envisager l'accompagnement de l'agence de l'eau, bien sûr quand c'est possible. Et j'ai des exemples où les projets ont abouti et où on a eu de très belles réalisations derrière, par rapport à un client d'un ancien client. Voilà. Oui, donc c'est un peu le cercle virtueux de la communication. Ouais. Il y a un autre point aussi qu'il faut mentionner, c'est l'anticipation des évolutions de la réglementation. Et l'exemple pris lorsqu'on a échangé, c'est vraiment les cas des arrêtés sécheresse qui peuvent être, qui vont être communs dans ces jours-ci. Mais s'il n'y avait pas eu d'anticipation, aujourd'hui, la société Vicaire pourrait être en arrêt d'activité. Alors, disons qu'elle serait pénalisée. De là à dire que l'activité serait arrêtée, je ne sais pas, mais elle serait pénalisée puisque, en tout état de cause, pour des activités non prioritaires, que sont les activités de lavage, les arrêtés sécheresse sont assez draconiens, à savoir on reporte toutes les activités qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas vitales pour le fonctionnement de l'entreprise. Typiquement, les activités de lavage de véhicules sont concernées souvent par ces arrêtés sécheresse.
Il faut noter que c'est très très souvent un moteur pour les gens qui investissent comme ça dans la cuve de récupération d'eau pluviale. Alors ça peut être des entreprises, hein, mais des particuliers aussi, hein, qui veulent s'astreindre de ces arrêtés sécheresse. Après, c'est une partie de la réglementation. Il y en aura d'autres à venir. Hein. Il y aura la RT 2023 qui va venir appuyer un petit peu plus ce genre de pratique. Donc forcément, on est dans une évolution de la réglementation qui amène forcément à de plus en plus ce genre de pratiques vertueuses. Ouais. Et puis enfin, et là on rejoint vos travaux chez Graf, c'est de réaliser des études au préalable. Oui, bien sûr. Chez Graf, pas forcément, mais en tout cas, le TP, lui, effectivement, en termes de rejet, il faut qu'il vérifie plusieurs préalables, hein, savoir s'il est capable, lui, d'infiltrer à l'issue du traitement, s'il peut infiltrer parce qu'il y a une nappe, parce qu'il y a une infiltration possible ou pas possible. Enfin, une étude préalable, oui, bien sûr, ça c'est indispensable de mettre un bureau d'études là-dedans, dans la boucle, pour vérifier la faisabilité et le contexte hydrologique du projet. Vous, Christophe, c'est un prérequis de toute façon. Oui, de toute façon, ça m'est demandé par l'agence de l'eau hein, d'aller sur le terrain à chaque fois qu'il y a un projet de financement. Donc, je réalise, alors, je ne vais pas parler d'études parce que c'est un peu trop fort, mais au moins un diagnostic où on va balayer, je dirais globalement, les pratiques de l'entreprise, lever les non-conformités, enfin tout du moins les identifier. Et il y en a, hein, régulièrement. Et c'est surtout peut-être d'aller au-delà de la simple raison pour laquelle l'industriel m'a fait venir, hein, ou le chef d'entreprise m'a fait venir. Parce que derrière une idée, un projet, il peut s'en cacher, il peut y en avoir d'autres. Hein. Et donc, tout l'intérêt pour moi, c'est d'essayer de raisonner en projet global. Et aussi pour l'agence de l'eau, c'est-à-dire de travailler, si possible, à la fois sur le volet économie, mais on peut bien sûr ajouter à ça des actions ou des investissements qui vont participer de la lutte et de la prévention des pollutions toxiques, de la gestion intégrée des eaux pluviales, avec une infiltration à la parcelle, etc., etc. Donc, on essaye d'avoir cette vision globale et de ne pas se limiter finalement au sujet ou à l'idée qui m'a amené à me rendre sur site. D'accord. Okay. Donc là, on va, pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, quelques facteurs clés à prendre en compte. Ouais, on va aller vite parce que je vois que le temps avance, on n'aura plus beaucoup de temps pour les questions. Alors effectivement, à prendre en compte forcément la pluviométrie régionale, hein, effectivement, selon qu'on soit à Brest ou à Toulouse, on n'aura pas le type d'événement, même si on a des cumuls de pluie relativement homogènes, hein, c'est pas le problème. On a après des épisodes de sécheresse, les pluviométries ne sont pas les mêmes. Bien sûr, la surface de toiture raccordée, et puis le fait de savoir si c'est de la toiture qui est raccordée ou de la surface un peu plus sale, entre guillemets, type voirie et autres. Et puis, comme je le disais tout à l'heure au passage, c'était des besoins réels en eau de pluie. Là, on est sur de la récupération pour un besoin réel du client. Ça ne sert à rien de dimensionner une cuve de 50 mètres cubes si, effectivement, dans les besoins quotidiens, 5, 10, 20 mètres cubes suffisent. Voilà. Et puis, des contraintes liées au projet. Mais ça va être une partie plutôt, non pas volume de la cuve, mais plutôt résistance mécanique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas non plus implanter n'importe quoi, n'importe où. Quand on est amené à avoir un passage de véhicules lourds, type poids lourd, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Quand on a une présence de nappe phréatique plus ou moins haute, il faudra aussi s'assurer que notre projet technique tienne la route et pas seulement un an ou deux, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont toutes des contraintes qu'on est à même de gérer. Voilà. Donc là, vous aviez des alternatives sur ce projet hein, Effectivement, on a des alternatives. Ouais. Donc, on est parti sur la cuve qui est tout à gauche, là, la cuve Cara, hein, une capacité qui va de, comme je le disais, de 2 mètres cubes, un peu plus à 122 mètres cubes. On aurait pu, si on avait eu notre problématique de nappe, avoir la cuve du milieu, hein, la cuve platine, qui nous laisse aussi toute latitude au niveau du volume. On est sur entre 1500 et 65 000 litres.
ce qui est relativement énorme, hein, mais avec une cuve qui est relativement peu profonde, qui nous permet de nous soustraire éventuellement d'une nappe remontante. Et puis enfin, en dernier lieu, on a les structures alvéolaires, très utilisées aussi pour des volumes qui sont dans cet ordre-là et qui nous permettent alors toute élasticité. C'est-à-dire que là, on avait besoin souvent d'une dalle de répartition pour poser une cuve quand on a un passage poids lourd. Là, avec un bassin de rétention en structure alvéolaire, on peut s'astreindre à un remblai superficiel de 50 cm seulement et sans avoir besoin de dalle de répartition, générer une structure contenant eh bien, le volume nécessaire. Et là, on n'est pas limité. Une structure alvéolaire, ça va de 10-12 mètres cubes, même moins, à plusieurs centaines, voire milliers de mètres cubes. Ouais. C'est un jeu de Lego qu'on assemble les uns sur les autres. Exactement. Et dernier point, il y a d'autres exemples que vous avez voulu mettre en avant pour le subventionnement de projets par les agences de l'eau. Oui, effectivement. Alors, on est très, très souvent approché par des Comcom, des agglos qui veulent mettre en place des actions d'acquisition de récupérateurs d'eau et du coup aériens pour les particuliers. Ouais. Donc là, c'est la collectivité qui se met en avant et qui, au travers d'appels d'offres, permet à ses concitoyens de récupérer avec des subventions à hauteur par vente de 80%, des collecteurs d'eau aériens. Okay. On est sur et toujours pareil, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, effectivement, toutes ces petits stockages, ça va de 100 à 500 litres, ça paraît parfois pas grand-chose dans l'absolu, mais à l'échelle d'une agglomération, ça fait plusieurs dizaines, voire centaines de mètres cubes qui, à chaque pluie, ne vont pas dans les réseaux, mais restent chez le particulier et permettent l'arrosage. Ok. Merci Jean-François. Je vois il nous reste exactement 12 minutes pour traiter les questions qui ont été posées dans le chat, dans la partie conversation. Donc, n'hésitez pas à en remettre si vous en souhaitez. Alors, je vais faire le point. Il y a Céline qui pose une question. Lorsque la cuve est pleine, est-ce qu'il y a un système de trop-plein? Si oui, comment c'est organisé? Comment vous gérez les éventuels déversements? Alors, quand la cuve est pleine, effectivement, il y a une surverse. La cuve, elle est, d'un point de vue hydraulique, elle est transparente, si vous voulez, sur la gestion des eaux pluviales. C'est-à-dire qu'elle est vide, elle se remplit, elle est pleine. Ça surverse là, directement dans le réseau, comme l'eût été avant un réseau classique. Voilà. D'accord. Et toujours dans cette question de contenance, les 650 mètres carrés de toiture suffisent-ils à remplir complètement la cuve sur une année? Alors, vous n'avez peut-être pas une année d'exploitation aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, sur une année, dans l'absolu, c'est compliqué. On ne peut pas prendre mathématiquement comme ça d'année en année. La pluviométrie globale sur une année, dans notre secteur, elle est autour de 650-700 mm. Donc oui, dans l'absolu, oui. Le problème, c'est qu'il y aura un service en tant que tel, au fur et à mesure, qui va faire générer une perte sur ce château-là. Alors après, il y a des récupérations. Les pistes de lavage sont raccordées, si je ne dis pas de bêtises, via un séparateur hydrocarbures et un décanteur pour récupérer ces eaux-là aussi. Donc effectivement, d'une surface qui serait normalement insuffisante pour remplir ces 42 mètres cubes, on arrive finalement à les remplir et à avoir un circuit fermé qui permet d'avoir une constance de service. D'accord. Alors, on a même Benoît Vibo qui s'est amusé à calculer les besoins théoriques de l'entreprise journalier. Donc, selon ses calculs, il utilise 640 litres jour en fonction des informations qu'on lui a données. Oui, alors il y a des jours ce sera ça, il y a des jours ce sera plus. Quand on est en hiver et que tout est enneigé, il n'y a pas beaucoup de poussière qui se promène. Quand on est en plein mois d'août avec un petit vent de sud, forcément, il va falloir arroser un peu plus pour éviter que les employés soient gênés continuellement par des vents de sable. Parce que je vous rappelle que Vicar TP, c'est quelqu'un qui fait du terrassement, qui récupère les matériaux de construction, des gravats, des sables, et il y a beaucoup de choses qui volent là. Donc effectivement, comme je le disais, pour une pluviométrie annuelle, le taux de service ou la consommation journalière, elle va évoluer selon la météo et selon les besoins de la société. Alors, toujours dans cette veine de questions techniques, est-ce qu'il y a, en dehors de la filtration intégrée de la cuve, d'autres méthodes de traitement
sur l'installation? Oui, comme j'indiquais avant, on a un séparateur hydrocarbures et puis un décanteur. Un décanteur pour les particules. Et un dessableur en amont, je crois. Aussi. Ouais. Il y a aussi un dessableur. Ouais. OK. Les origines des hydrocarbures, l'eau de ruissellement a aussi été récupérée ou bien l'eau de lavage a-t-elle été récupérée et recyclée? Non, l'eau de lavage n'est pas recyclée dans ce projet. Une partie de lavage est recyclée, d'où le séparateur hydrocarbures. D'accord. Donc, il y a une partie des eaux qui retournent dans la cuve. Oui. OK. Au niveau réglementaire, qualité de l'eau, y a-t-il des analyses réalisées sur l'eau qui repart dans les eaux pluviales? Pas à ma connaissance. Après, c'est la police de l'eau locale qui décide ou pas, mais pas à ma connaissance. D'accord. Une question administrative concernant la redevance. Est-ce que l'entreprise paye sa part assainissement à la collectivité? Est-ce que vous le savez? La question, je pense que oui, Christophe. De toute façon, l'entreprise a fait les démarches nécessaires pour bénéficier d'une autorisation de rejet sur ce nouveau bâtiment. Et donc, forcément, qu'elle a obtenu. Et donc, derrière, il y a nécessité de donner des chiffres, des valeurs pour calculer les différentes taxes inhérents à l'utilisation de ce volume d'eau de pluie qui, pour une partie, va se retrouver dans le réseau. Alors, j'ai des questions qui portent sur la pluviométrie et le calcul, les méthodes de calcul retenues. Alors, si je reprends la question de Caroline, la répartition des eaux de pluie doit être considérée à une échelle plus fine qu'au pas de temps annuel. Quelle méthode de calcul avez-vous retenue? En climat méditerranéen, nous avons des pluies très intenses avec un trop-plein important et 4 mois sans pluie en moyenne qui correspond à une période aux besoins d'irrigation. Cela pose la question de la disponibilité des données pluviométriques. Alors, je me permets d'un commentaire par rapport à ce que vous avez dit dans le projet. Vous n'avez pas dimensionné la cuve en fonction de la pluviométrie. Non, on n'a pas fait. On l'a pris en facteur, mais ce n'est pas le seul facteur, effectivement. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, la pluviométrie annuelle, ça ne veut pas dire grand-chose, effectivement, selon qu'on soit dans un régime méditerranéen ou continental. Ça n'a pas grand-chose à voir. Quand on reprend après les coefficients Montana de deux villes qui ont probablement des pluviométries annuelles identiques, effectivement, les épisodes pluvieux n'ont absolument pas la même intensité que ce soit Strasbourg ou à Biarritz. Voilà, c'est beaucoup plus violent à Biarritz qu'à Strasbourg. Donc, effectivement, on ne peut pas se baser sur une pluie décennale, ce n'est pas possible. Il faut se baser sur la moyenne et sur les besoins réels, en fait. Et c'est un savant calcul. Moi, je n'ai pas de méthode de calcul toute faite qui me permettent d'être sûr à 100%. Et après, c'est l'expérience qui nous montre si on a bien tapé ou pas, d'être sûr à 100% de pourvoir aux besoins du client. OK. On a une question de Laurence Rosichini concernant le développement potentiel, le développement bactérien potentiel dans la cuve. Est-ce que vous avez des données, des échanges, des points de vue à donner à ce niveau-là? Alors non, on n'est pas sur du traitement bactérien, hein, on n'est pas sur la station ni quoi que ce soit, on est vraiment sur de l'eau pluviale. Donc il n'est pas géré, il n'est pas quantifié, il n'est pas mesuré. C'est de l'eau qui part dans le réseau, hein, comme partiraient les eaux usées. Hein. Oui, donc il n'y a pas d'implication. De toute façon, ce n'est pas une eau qui est destinée à la consommation humaine, donc il n'y a pas de contrôle. Surtout pas. Non. Tac, tac. On a la question sur les eaux de lavage recyclées vers la cuve, en partie. En partie. Hein, c'est ce qu'on a répondu tout à l'heure. On a Cédric Fontaine qui informe sur la mise à disposition d'un outil de dimensionnement de cuve. Là, c'est ce que vous faites aussi chez Graph pour dimensionner, vous faites les études. Tout à fait. Hein, donc, ça, c'est vu.
Et je ne vois pas d'autres questions que nous n'aurions pas couvert. Je me permets de relire en même temps que je vous parle. Non. Si, les aides de l'Agence de l'eau sont-elles possibles pour ce projet? Alors, c'est Lucie Redureau qui posait la question. Alors, elle a posé la question à 11h12, donc on devait parler. Oui, et là, en l'espèce, l'Agence de l'eau a cofinancé le projet. Donc, elles sont tout à fait pertinentes. Un nouveau message, deux nouveaux messages. Existe-t-il des systèmes de filtration en entrée de cuve pour réduire les apports de particules fines? En entrée de cuve, oui, on a des filtres, mais ce ne sont que des filtres en fait. On n'aura pas la puissance d'une décantation initiale en fait. D'accord. Ce qui soulève aussi la grande question de l'entretien. Exactement. Si ce n'est pas entretenu, on peut vite avoir des problèmes. Bon, là, la préconisation, l'entretien. L'entretien, c'est après chaque épisode pluvieux, gros, hein, on vérifie que si le filtre n'a pas été saturé. Après, pour ce qui est du dessableur et des compteurs, c'est une inspection minimum tous les 6 mois, ça c'est sûr. Et après chaque épisode, voilà. D'accord. Caroline qui pose une question, une remarque sur le chiffre de 400 mètres cubes d'économie d'eau économisée par an. Oui. Et elle pose la question sur le pourcentage de recouvrement des besoins in fine. Je pense que pour recontextualiser, les 400 mètres cubes d'eau économisés par an, c'est par rapport aux 400 mètres cubes d'eau pris sur le réseau AEP. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, c'est une cote mal taillée, hein, parce que c'est vrai que les chiffres, les données concernant le volume d'eau nécessaire pour le nettoyage d'un camion de chantier, ça peut être très variable. S'il est sale, très sale, pas très sale. Donc, en fait, c'est une estimation. Voilà. Oui, donc ce n'est pas l'utilisation, ce n'est pas une économie d'eau d'utilisation, c'est une économie par rapport à ce qui a été prélevé sur le réseau. Oui. C'est peut-être là, on aurait peut-être dû préciser plus finement notre propos pour éclairer Caroline. Puisque les consommations sur les postes, vous ne les connaissez pas? C'est-à-dire la consommation d'eau par poste de lavage, vous la connaissez? Non, sauf à mettre des compteurs. Oui, mais là, on ne les a pas dans les données de l'étude. Non. Non, puis le projet était quasiment sur une restructuration complète de l'aire de lavage qui n'était pas avant là. Ouais. Donc, on n'a pas un avant et un après, on a un maintenant, en fait. Oui, voilà. Ouais. Là, c'est plus les 400 mètres cubes, il faut l'illustrer plus. C'est 400 mètres cubes préservés de la ressource d'adduction d'eau qui n'est pas été prélevée d'une eau qui aura été traitée et rendue potable. Là, c'est une eau qui vient des eaux de pluie. Voilà. OK. Bon, écoutez, on a d'autres commentaires d'Olivier Saison sur la pluviométrie. Je vois que ça a été beaucoup commenté, cette notion de pluviométrie. Moi, ce que je vous recommande, c'est de contacter Monsieur Burnet si vous êtes dans la région de l'Alsace et la société Graph pour toutes les autres régions de France si vous souhaitez dimensionner ou échanger sur vos projets. Vous avez vu qu'ils ont des bureaux d'études intégrés, donc ils seront, je suppose, intéressés à répondre à vos questions. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir assisté à cet atelier débat. Je vous remercie de la qualité de vos questions et de l'intérêt que vous avez pris au sujet. Je vous propose de nous retrouver à midi pour la plénière de clôture avec l'ATEP et le pôle de compétitivité DREAM. Et enfin, un grand merci à Jean-François Plantec de Graph et Christophe Burnet de la CCI Alsace pour votre intervention et la qualité de votre préparation. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. À tout de suite.